Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, Valentin Offrant avec vous pour ce point de marché du mardi 12 septembre 2017. Aujourd'hui le titre, les valeurs refuges européens en l'absence de nouveaux risques, comme vous avez pu le constater. En effet, on regarde le yen, le CHF, le gold, eh bien ils sont baissiers depuis hier. Voilà, depuis le début de la semaine, c'est plutôt un climat d'appétit pour le risque qui domine. On a vu les marchés actions européens qui ont cassé leurs obliques. Qu'attendre dorénavant? Est-ce que le point bas a été fait? C'est ce que nous allons voir ensemble. Alors bonjour à vous François Deguino, bonjour à vous Franck, j'espère que vous allez tous les deux très bien. On commence par l'avertissement gaseeux et risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation d'investissement. Bonjour à vous Pierre-Yves. Alors, résumé des chances américaines et asiatiques. Globalement, eh bien, comme on peut le constater, on a eu un climat d'appétit pour risque qui a dominé. Le DXY qui a rebondi, les obligations américaines qui ont été vendues et qui donc ont fait remonter le rendement du T-Note à 10 ans. Le Dow Jones, le S&P, le Nasdaq bullish. Dans la science asiatique, donc cette nuit, le yen, le gold ont reculé, ce qui a permis au Nikkei de progresser grâce, comme vous savez, à la corrélation qui est négative entre le yen et le Nikkei. Et le Hang Seng qui affiche une timide hausse, mais le MSCI Asia Pacific voilà, qui confirme vraiment cet appétit pour risque en enregistrant une performance de 0,47% à 8h42 ce matin. Bonjour à vous Emmanuel, j'espère que vous allez bien, Birama également. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Euh, donc voilà, clairement ce graphique-là, ces données-là, nous confirment le fait qu'il y a un appétit pour risque sur le marché, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, normalement, les marchés actions européens seront également, encore une fois, haussiers. Je ne sais pas si on connaîtra le même momentum qu'hier, mais en tout cas, ça devrait être aussi. Calendrier économique de la journée. On a eu la confiance des consommateurs, confiance des milieux des affaires, pardon, en Australie, qui a été publié en déception, hein, à 5 points contre 12 précédemment. Bon, pas très grave non plus. L'AUD qui, on peut le voir, est plutôt neutre hein, sur 1 et 5 jours glissants. On n'a pas vraiment de tendance. L'AUD yen, bon, on le verra après, mais notre scénario, il commence à se porter mieux, simplement parce que le yen se replie. Voilà. Bon, on va voir de toute façon ça après. Calendrier économique, nous aurons l'annonce du jour, l'inflation de la Grande-Bretagne, tout simplement à 10h30, attendu en progression, 2,8%. Et en plus de cette IPC, nous aurons l'IPP. L'IPP, l'IPP qui n'est pas affiché sur ce graphique-là, mais qui normalement sera affiché également à 10h30. Voilà. Donc l'IPP, l'indice de prix à la production, à l'inverse de l'indice de prix à la consommation. L'indice de prix à la consommation mesure les prix à la vente, ce que le consommateur va acheter, c'est le prix de vente. Et l'indice de prix à la production, c'est le prix à la sortie d'usine. Voilà. Donc si globalement on a un IPP qui est haussier, un IPC qui est haussier, eh bien c'est deux facteurs qui mesurent l'inflation différemment et qui donc ça confirme l'inflation. C'est pas qu'une unité de mesure, qu'un indicateur qui va mesurer une hausse, mais deux. Et à partir de ces deux-là, je vous rappelle qu'on a la BO jeudi. Bon, personne ne tape aux étaux jeudi prochain, mais voilà, ça pourrait, en tout cas, ça soutiendra l'inflation si si cette IPC est publiée à 2,8 ou au-dessus de 2,8%. Sur un rythme annualisé, bien évidemment. Alors, on passe sur le marché. Alors, on regarde rapidement ce graphique sur un jour. Un jour, CAD, NZD, bullish. On prend les deux top 2 versus les deux moins bonnes contre les deux meilleures. Donc, NZD et CAD face au CHF et au yen. Vous voyez, l'euro. Alors, attendez, j'ai mis deux fois la même couleur, je me rends compte. Voilà. Donc l'euro, la UD, le GBP, vous voyez que ça c'est pas très significatif. Donc voilà, mais en tout cas le NZD et le CAD contre le yen et le CHF. Donc on va voir ça tout de suite, c'est le plus intéressant. NZD yen. Alors NZD yen, donc c'est bullish, on a une forte zone de résistance. Il y aura un excès à 80. Ceux qui veulent viser 80 sur de l'intraday, c'est possible. En tout cas, je pense. Vu qu'on regarde le NZD, NZD USD c'est bullish, NZD yen c'est bullish, l'euro NZD c'est bearish. Voilà. Concrètement, le NZD est sur un niveau de support.
Donc NZD Yen, pour moi, en intraday, on peut aller chercher 80. NZD CHF. Alors, voyons voir un petit peu ce qu'affiche le NZD CHF. Alors, je ne sais pas si j'ai déjà été sur cette paire de devises. Oula. Alors. NZD s'achève, bon bah retour à 0,7 hein, tout simplement. Retour à 0,7 même au-dessus, 0,7044. Après comme vous le savez, attention aux valeurs refuge, hein. Là on les short, mais si on a des nouveaux tests de missiles de la Corée du Nord, je vous le rappelle encore une fois que ça va soutenir les valeurs refuges comme l'illustre ce graphique de l'or. Regardez, chaque flèche, c'est chaque nouveau test de missile qui a été médiatisé, chaque nouveau test de missile de la Corée du Nord, pardon, qui ont été médiatisés par la communauté internationale. Et vous voyez qu'à chaque nouveau test de missile, eh bien la tendance, eh bien, a été propulsée. Donc voilà, il suffit, non, faut pas non plus éliminer le risque de la Corée du Nord, hein. Il reste toujours présent, sauf que pour le moment, ça passe au second plan. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà, donc NZD Yen, NZD CHF. On a le CAD Yen qui a atteint les 90. Voilà, c'était l'objectif de la semaine dernière, me semble-t-il. CAD Yen 90. Voilà, c'est parti. Là, on va aller chercher, je pense, 92 points. Voilà, CAD en tout cas, faut surtout pas le shorter. Donc pourquoi? Bah tout simplement parce que le CAD est extrêmement acheté. C'est la devise numéro 2 du Forex depuis le début de l'année, après l'euro. Voilà, c'est la devise la plus payée après l'euro depuis le début de l'année, donc il faut mieux s'insérer dans le sens de la tendance, et pour un moment, la tendance elle est clairement haussière. Donc le CAD Yen, 90 a été atteint, je pense que le CAD Yen peut aller chercher 92 points. 4 CHF, donc c'est CHF CAD me semble-t-il. CHF CAD, alors non c'est 4 CHF. 4 CHF, je pense que je n'ai quasiment jamais regardé cette... Ah si, je l'ai regardé. Bon, 4 CHF, c'est parti pour 0,80, tout simplement. Voilà, donc on va tracer ces objectifs, j'ai oublié de les tracer. Voilà, on va aller 0,80, même on va jouer safe. 0,7957, c'est la résistance que j'avais tracée. Donc voilà, on va aller sur du court terme, je vous l'accorde. Donc CAD Yen, les 90 ont déjà été atteints. Voilà, NZD Yen. Bon, on va pas le tracer pour quelques pips, hein. Et NZD CHF. Voilà, NZD CHF, c'est parti pour ce niveau de prix. Voilà, CAD Yen court terme de la part de François. Eh bien écoutez François, 92, ça me semble assez du court terme vu le momentum qu'on a, que nous avons. 91 si vous voulez du court terme, mais ensuite ce sera 92. Voilà. Donc 91 pour du court terme. On va essayer de voir un petit peu sur du mensuel, graphique mensuel, le plus haut, le plus bas. Oui, clairement ça va être 91. Voilà. Là on arrive même sur un premier, je dis bien un premier niveau de résistance. Voilà. On est à ce niveau de résistance se situe à 90-60. C'est le premier niveau de résistance. Mais bon, concrètement c'est 91. Hein. Et il sera dépassé probablement ce niveau-là. Quand on regarde le CAD, il suffit de regarder l'USD CAD, le CAD Yen, le CAD même face à des devises fortes comme le NZD ou le dollar en ce moment, eh bien il est bullish. Regardez l'USD CAD, il s'enfonce. Retour à 1,20 comme prévu. Voilà. GBP et comment niveau valeur contre yen, bon ou pas bon selon vous? Alors Franck, oui, GBP, hier nous nous sommes insérés sur le GBP yen, je vous le rappelle, l'objectif du GBP yen qui avait été donné hier, d'ailleurs c'était l'un des seuls scénarios me semble-t-il, c'était voilà cet objectif-là qui a été atteint. Enfin non, 145. Première résistance à 144,53, mais l'objectif c'est bien 145 sur le GBP yen. Quand on regarde ce graphique, vous voyez que le GBP, ça reste une devise par rapport au dollar qui est neutre, vous voyez, 0%, voilà, donc GBP et dollar sur un jour glissant, c'est la même chose, mais face au yen, eh bien, il se voit rebondir. Donc GBP yen, direction 145, avant la BOE. Si on dépasse les 145, eh bien écoutez, la finalité, le top, serait que le GBP yen vienne chercher les 147, 148, cette ligne de tendance légèrement baissière. Voilà. Après, attention, je vous rappelle qu'il y a la BOE jeudi. La Banque d'Angleterre, on a deux indicateurs de l'inflation qui seront publiés ce matin. Donc voilà, il pourrait avoir la volatilité sur le GBP. Mais en tout cas, GBP Yen, c'est bullish, tout simplement
parce que même si le GBP se retourne, imaginons que le GBP, ou alors non, imaginons que le GBP ne progresse plus mais simplement consolide, eh bien on a le yen qui, étant donné qu'il est baissier, va venir supporter le GBP yen. Donc dans tous les cas, à part si vraiment on a une inflation qui est une inflation du Royaume-Uni qui est publiée à 2%, ce qui serait extrêmement décevant, et dans ce cas-là, beaucoup de personnes vendraient la livre, et donc ça, la livre sous-performerait le yen japonais. Mais dans le cas où l'inflation est publiée autour des 2,6 comme précédemment, ou dans le meilleur des cas 2,8 voire au-dessus, alors le GBP se verra soutenu. Et donc, ça soutiendra la tendance jusqu'à 145, puis, pourquoi pas, 147. Mais bon, attention, je vous rappelle encore une fois, la BE, je dis donc prudence. Alors, bonjour à vous, Philippe. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Et d'ailleurs, j'ai mis un sondage sur Twitter. Est-ce que, selon vous, excellente transition, nous avons fait le point bas sur les indices européens? Voilà, c'est la question du jour. N'hésitez pas à participer au sondage qui... Voilà. Oui, donc voilà, bon, il n'y a que 11 votes pour le moment. Mais bon, il a été publié à 25 minutes. Est-ce que le point bas a été fait sur les indices européens? Je parle du point bas qui ensuite euh, propulse le cours jusqu'à avril prochain traditionnellement. Voilà, donc si vous pensez que le point bas a été fait, c'est-à-dire CAC 5000, DAX 12000, Eurostoxx 3004, alors vous mettez oui. Et si vous pensez que le point bas n'a pas encore été fait, ou alors que le cours va revenir sur son point bas, tout simplement vous dites non. Voilà. Donc n'hésitez pas à participer à ce sondage. Plus vous serez nombreux, plus l'échantillon sera complet et plus il sera précis, tout simplement. Voilà, donc est-ce que selon vous, les indices européens ont fait leur point bas? Est-ce que le point bas du 29 août, eh bien c'était le point bas qu'il fallait payer? C'est ça la question. François nous dit oui. Alors, oui. Moi, pour ma part, hein, je vais m'exprimer. Je pense que c'est encore un peu trop tôt pour l'annoncer avec certitude. Mais bon, c'est vrai que ce momentum que nous avons vu hier paie un bon momentum, plus cassure de l'oblique, plus cassure de la moyenne mobile à 50 périodes qui n'avait pas été dépassée depuis qu'elle a été croisée à la baisse, donc fin juin. Donc pendant plus de 2 mois, le cours n'avait pas réussi à casser, et pourtant bon nombre de tests de cette moyenne mobile. Donc voilà, là on a eu un premier signal d'achat. Après, est-ce que on a eu un signal d'achat, le cours va revenir à 5000 et ensuite repartir, ou est-ce que c'est le moment d'acheter, tout simplement? Moi, pour ma part, je pense que c'est encore beaucoup trop tôt. Chose qui est sûre, c'est qu'on va regarder Fibonacci, et on est à un premier seuil, 38,2%. Donc là, on a une zone, d'un point de vue de Fibonacci, probable pour que le cours revienne dans sa précédente tendance. Sa précédente tendance, c'était sa tendance baissière. Vous voyez, tendance baissière, hausse. Donc là, on a un premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Et à partir de 61,8, la théorie nous dit que la tendance n'est plus une correction, mais une nouvelle tendance. Donc si par exemple le cours dépasse 61,8, ça sera sur 5003 en gros. C'est sûr que nous serons plus dans une correction, mais bel et bien dans une vague de hausse. Alors, bien évidemment, nous n'allons pas attendre 5300 points pour se positionner à l'achat, tout simplement parce que ça serait un peu tard. Mais en tout cas, moi personnellement, si le cours revient faire un pullback sur cette moyenne mobile à 200 séances, je pense que ce sera un niveau de prix intéressant pour passer à l'achat. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes à environ 3 semaines du point bas qui est réalisé sur les indices d'un point de vue statistique. Je vous rappelle encore une fois, hein, mais statistiquement, le point bas sur les indices boursiers est réalisé fin septembre, début octobre. Donc, et faut savoir que le mois de septembre, c'est le pire mois sur les indices. C'est le mois où les indices boursiers, surtout européens, affichent leur moins bonne performance. Donc voilà, c'est pour ça que je reste prudent sur cette petite hausse. Ça ne pourrait être qu'un bull trap hein, finalement. Donc voilà, faisons attention je pense. Par contre, si on a cette configuration là fin septembre, là je commencerai à passer acheteur, sans aucun doute. Alors bonjour à vous Brigitte, bonjour Nicole, et sur le DAX possible de tendance baissière. Alors pareil, hein, de toute façon le DAX, le CAC ou l'Eurostoxx, ils sont corrélés.
Maintenant, le DAX, il est un peu plus soutenu. Pourquoi? Parce que dans son prix, il a les dividendes qui sont réinvestis, à l'inverse du CAC. Donc, le DAX, c'est normal qu'il superforme un petit peu le CAC 40. Par contre, si vous comparez les deux actifs, les deux indices à méthode de calcul égale, eh bien, c'est le CAC qui superforme, étant donné que le CAC, c'est l'un des indices européens qui, il me semble, c'est même l'indice européen qui donne le plus de dividendes à ses actionnaires. Indice de la zone euro, pardon, excusez-moi. Alors le DAX, donc le DAX il progresse, pareil, progresse timidement ce matin, mais bon, on a pourquoi il progresse timidement? Eh bien, pétrole, vous voyez, qui se replie. On va regarder le T-Note plus 0,43%, donc ça c'est bien. Et l'euro-dollar qui progresse légèrement, donc l'euro qui s'apprécie. Donc c'est pour cela, en fait, on a qu'un facteur qui soutient la bourse ce matin. Enfin, on a l'appétit pour le risque et on a les rendements obligataires américains qui soutiennent le secteur financier. Sauf que, comme vous le savez, euh, non, pardon, rien du tout, excusez-moi. Donc le DAX, prochaine résistance, 12 624 points. Est-ce qu'on a fait le point bas? C'est pareil, je ne sais pas encore. C'est le même topo pour tous les actifs de la zone euro. Mais en tout cas, si le cours revient sur la moyenne mobile à 200 jours, on s'approche de fin septembre, donc ça serait potentiellement un bon point d'entrée pour passer à l'achat. Je pense qu'on est dans une période d'euphorie sur le Dow Jones, donc on a surtout un risque de crack, sinon pour le point bas de marché. Tout dépend si le crack se déroule ou en live. Alors, donc oui, c'est vrai que on est un peu dans un moment euphorique en ce moment quand on regarde Wall Street. Wall Street qui n'a pas vraiment retracé pendant l'été, le Dow qui a cassé cette oblique, qui vient tester des précédents plus hauts, le S&P qui par ailleurs, vous voyez, revient sur ses précédents plus hauts, le Nasdaq pareil. Donc oui, on a un petit peu d'euphorie, c'est vrai. Après, il faut savoir que eh bien, la Corée du Nord a beaucoup pesé quand même sur l'évolution des marchés, parce qu'on sentait que s'il n'y avait pas eu l'histoire de la Corée du Nord, eh bien en fait, Wall Street aurait progressé, hein. Parce que ce qui a stoppé Wall Street, c'est la Corée du Nord, enfin en grande partie. Voilà, donc concrètement, étant donné que ce risque a été effacé ce week-end, il y a eu des rumeurs, je vous rappelle, enfin la Corée du Sud avait anticipé des nouveaux tests de missiles de la Corée du Nord ce week-end, ça avait été pris très au sérieux, euh, et ces tests de missiles n'ont pas eu lieu, et donc le marché s'est vu rassuré. Trump care surtout de la part de Philippe. Alors oui, Trump care aussi, mais Trump care ça fait depuis la fin du premier trimestre, début du deuxième trimestre qu'on en entend parler, et pourtant les marchés boursiers ont continué de progresser. Voilà. Donc oui, Trump care, la gouvernance de Trump, en effet, ça a un impact sur les marchés boursiers qui restent de plus en plus prudents. Ah, et ce qui est et pourquoi, ce qui explique le fait que malgré la Corée du Nord, Longzor restait quand même les trois quarts du temps, les deux tiers du temps super formé le S&P 500 depuis le début de l'année, même sans compter la Corée du Nord. Donc oui, on avait Donald Trump qui clairement inquiétait de plus en plus le marché et qui continue d'inquiéter le marché. La Corée du Nord a pris le dessus, le premier plan, mais il faut savoir que même avec Donald Trump, même avec ses inquiétudes, Wall Street continuait de progresser, hein. On regarde le S&P, les précédents plus hauts ont été marqués le mardi 8 août, et les inquiétudes pour l'Obamacare, Trump Care, ça fait quand même plusieurs mois. On voit bien que le lancement de missiles se faisait en dehors des sessions US. Si le missile pendant la session US, c'est le feu d'artifice garanti de la part de Philippe. Alors oui, bien évidemment, en dehors de la session US, avec le décalage horaire. Mais oui, c'est clair. C'est clair, Philippe, s'il y avait eu des tests de missiles pendant la séance américaine, le marché aurait réagi différemment. Ça, je pense qu'on peut tous en être certains. Voilà, maintenant, il faut, je pense, trader avec le risque de la Corée du Nord. Faut pas oublier que les valeurs refuges sont quand même assez performants depuis le début de l'année, donc faut pas non plus les shorter, mettre un levier de 100 sur les valeurs refuges. Mais je pense que c'est le moment où on peut peut-être soit diminuer les positions acheteuses sur les valeurs refuges, ou soit augmenter les positions vendeuses. Je ne dis pas qu'il faut totalement les vendre, encore une fois, mais en tout cas, on voit bien que le yen, le gold et le CHF reculent depuis le début de la semaine. Donc autant en profiter sur du court terme. Maintenant, sur du moyen long terme, sachez que le gold fait plus 25% depuis le début de l'année.
Le yen est bullish depuis le début de l'année. Donc voilà, faut pas non plus, pardon, euh, faire n'importe quoi. Regardez l'USD yen depuis le début de l'année, alors que le dollar est extrêmement faible, hein. Mais regardez depuis le début de l'année, voilà, c'est à peu près ici, 30 septembre. Depuis le début de l'année, le yen se replie de 6% face au dollar, alors que le dollar, depuis le début de l'année, se replie de plus de 8%. Alors, oui, les devises comptent beaucoup d'après Philippe. Alors oui, exactement, les devises comptent beaucoup. Donc si on regarde le yen index, tac, alors, JXY, on regarde le yen index depuis le début de l'année, et on peut voir, en pourcentage, il fait quand même plus 7% ce yen, hein, depuis le début de l'année. Donc ce n'est pas non plus rien, faut pas shorter aveuglement les valeurs refuges, hein. Faut faire très attention parce que les valeurs refuges sont globalement haussières. Le CHF, je le mets un petit peu de côté, mais voilà, le yen et le gold, ce qui montre bien les valeurs refuges, eh bien elles sont quand même haussières depuis le début de l'année, bien haussières depuis le début de l'année. Voilà, donc on va shorter le yen. On short le yen depuis hier, on a commencé par le GBP yen, on avait la UD yen la semaine dernière. Voilà, moi je cherche à shorter le yen vraiment face à des devises extrêmement fins, les plus fortes possibles, telles que le CAD, la UD ou depuis hier le GBP. Voilà. Bref, on passe sur les valeurs, les paires de devises, enfin les paires majeures, parce que j'ai oublié de les faire. Donc l'eurodoll, vous voyez, qui est déstabilisé par la hausse du dollar. On a vu le dollar a progressé hier, ce qui a fait pression sur l'euro. Moi, je pense que l'eurodoll peut venir tester cette moyenne mobile à 50 jours, qui sera très intéressante, parce que la dernière fois qu'on a testé cette moyenne mobile, eh bien, il a rebondi. Le RSI a rebondi sur le bas du canal. Donc là, on est en bas du canal. Je pense que le momentum va se stabiliser, le temps que le cours vienne chercher la moyenne mobile, et après, là va être la question. Si le RSI casse, le cours cassera la moyenne mobile. Et dans ce cas-là, on aura une correction qu'on pourra aller chercher, qu'on pourra trader. Et comment on la tradera? Eh bien, tout simplement, on utilisera Fibonacci. Et si ça casse la moyenne mobile à 50 jours, c'est pullback à 1,1524. Tout simplement. Voilà. Donc, on va attendre vraiment cassure la moyenne mobile à 50 jours et cassure du RSI de 50. Ce qui validerait, petit 1, la divergence baissière, la cassure du canal et la cassure de 50. Voilà, donc l'eurodoll, vraiment là, il est en train de faire, de former soit un top ou soit juste une vague de correction. Mais en tout cas, dans les prochaines, cette semaine ou la semaine prochaine, on aura vraiment de nouvelles indications. Soit on rebondira sur cette moyenne mobile, ou soit on la cassera, le RSI cassera également, et dans ce cas-là, on shortera l'euro. Le GBP USD continue de revenir sur ses tops comme on l'a vu hier, hein. 1,32 c'est une zone je pense de plafond avant la BOE. Donc pour moi il n'y a pas d'excès au-dessus de 1, enfin c'est un excès au-dessus de 1,32 avant la BOE. Donc je pense que la prise de bénéfice va se faire autour de ce niveau-là, 1,3250, 1,32. Je pense que c'est le potentiel haussier du GBP USD avant la BOE. Par contre, l'euro GBP qui est sous pression comme vous le savez à cause du dollar, eh bien l'euro GBP se replie et comme on l'a dit hier, c'est direction 0,90 qu'on vient viser. Voilà, l'euro GBP, là on va chercher 0,90. La USD, pareil. Enfin pareil. Vous voyez que la UD n'est pas la devise la plus forte en ce moment. Il y a une prise de bénéfice. C'est normal, hein. La UD qui a remarqué un nouveau plus haut annuel. Il revient même sur un plus haut qui date de plus de, alors, vous voyez, 2015, de plus de 2 ans. Donc c'est normal qu'on a une prise de bénéfice autour des 0,81. Maintenant, l'AUD, comme vous savez, évolue avec l'or. L'or, qui fait plus de 25% depuis le début de l'année, je vous rappelle, eh bien, est soutenu par l'AED. D'autant plus que l'Australie affiche une économie plutôt bonne, avec une probabilité de hausse des taux de la RBA qui pourrait avoir lieu fin de cette année, début de l'année prochaine. Peut-on avoir un nouveau crack sur GBP-USD de part de Philippe? Alors oui, tout va dépendre de la BOE tout simplement. Là, le dollar n'affiche pas vraiment un fort rebond. Comme vous le voyez, on a un pullback. On a un pullback parce qu'on a cassé ce pivot, donc c'est normal. On a un rachat de position. Donc c'est normal, c'est pour cela que j'ai envie de dire le GBP est un petit peu sous pression face au dollar. Mais maintenant, je dis, si on a eh bien un pur statu quo, aucun gouverneur pardon de la BOE qui se prononce
enfin aucun nouveau gouverneur pardon, qui se prononce pour une hausse des taux. Actuellement, on a deux gouverneurs qui sont pour une hausse des taux. Il me semble cinq qui sont contre. Voilà, maintenant si ce nombre change, alors ça fera bouger le GBP. Si par exemple on n'a plus qu'une personne favorable à une hausse des taux au sein de la BOE, eh bien le GBP baissera. Maintenant, si on a une personne en plus favorable, c'est-à-dire trois personnes pour une hausse des taux de la BOE, alors le GBP cassera bien évidemment cette résistance. Pourquoi? Eh bien parce que le marché verra en cette nouvelle une, une probabilité d'une hausse des taux plus élevée. Voilà, donc tout va dépendre vraiment des votes des gouverneurs de la BOE et bien évidemment du discours de McCartney. Voilà. Donc à surveiller jeudi la décision des taux, tout simplement. L'USD CAD, bon bah retour à 1,20, tout simplement le CAD qui fait pression, la CAD qui est la devise la plus forte sur un jour, 5 jours, un mois, 3 mois glissant. L'USD yen, bon l'USD yen c'est assez compliqué, on voit très bien que c'est un range trading, hein. Concrètement là le yen laisse un petit peu de lest pour que le dollar rebondisse. Donc là on a un rebond qui pourrait avoir lieu jusqu'à 110 je pense, puis 112 pourquoi pas si le yen continue à se replier. L'USD-SHF c'est pareil, même topo. L'USD-SHF c'est rebond jusqu'à je pense 0,97. J'hésite à shorter vers 1,33 avec stop serré, mais je parle d'un plongeon comme à l'annonce du Brexit. Oula non, ça me semble peu probable. Ça me semble peu probable, Philippe, qu'on ait ce même momentum. Je ne vois aucune raison pourquoi on aurait ce même momentum. À part si plus aucun gouverneur n'est favorable à une hausse des taux, mais je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi il y aurait plus aucun gouverneur qui serait favorable à une hausse des taux. Surtout d'un point de vue macroéconomique. Regardons un petit peu la macroéconomie. On a des investissements qui étaient pénalisés au premier semestre, mais qui cet été eh bien sont vus un petit peu améliorés. Des investissements au Royaume-Uni. L'inflation qui est attendue en hausse. La croissance, alors la croissance me semble-t-il qu'elle est, alors je vais pas vous dire de bêtises, on va aller vérifier ça ensemble. Alors l'Europe, Royaume-Uni, croissance, taux de croissance annuel, voilà 1,7%. Ouais, c'est pas non plus catastrophique, hein. C'est pas comme la Suisse. Enfin, j'ai rien contre la Suisse, mais quand on regarde la Suisse, c'est un petit peu plus embêtant la croissance qu'ils ont. Mais regardez, Royaume-Uni 1,7, voilà, c'est pas non plus, c'est pas non plus catastrophique, tout simplement. Donc, ça me semble peu probable qu'on ait un momentum comme le Brexit ou qu'on ait une forte tendance baissière. Euh, alors, taux de croissance annuelle du PIB, voilà, Suisse 0,3% de taux de croissance annuelle du PIB, ce qui est très très faible. Par contre, le momentum qu'on pourrait connaître, Philippe, c'est ce momentum-là. Ce momentum, c'était le momentum quand un faucon, donc un faucon c'est un gouverneur de la BOE, s'est retiré pour une hausse des taux. Donc il est passé de hausse des taux à neutre. Et vous voyez qu'on a eu une tendance baissière qui s'est activée. Tout simplement, tendance baissière, et ensuite, probabilité d'une hausse des taux qui a été réduite. Puis, indicateurs économiques qui sont bien améliorés, la BCE, la Fed qui ont une position plutôt neutre, ce qui profite à la livre. Et là, on revient au même endroit du début du mois d'août, quasiment un mois plus tôt. Voilà, donc c'est un petit peu ce chandelier-là qu'on pourrait connaître, que ce soit à la hausse ou à la baisse pour jeudi prochain. Soit on connaîtra un chandelier comme ça à la baisse si on a un gouverneur qui se retire. Si on a un gouverneur qui est favorable à une hausse des taux, enfin un gouverneur en plus qui est favorable à une hausse des taux, on aura ce type de chandelier mais à la hausse, donc on ira chercher les 1,33. Et si on a un statu quo, bah c'est le discours qui va un petit peu faire varier et voilà, ça va varier autour des 1,32. Beaucoup visaient 1,22,5 sur euro USD et déjà il baisse un peu sur 1,33. En stop large, vous placerez le stop vers où? Alors en stop large, 1,33. Bah tout va dépendre de la volatilité. Alors on va regarder ça rapidement ensemble. Alors moi j'ai une volatilité avec la TR 1,3069, on est à 1,32 donc ça fait 1,14 donc 1,33, 1,34,14. Moi je mettrai un stop à 1,33,14 pour contenir un petit peu cette volatilité de moyen terme.
1,3414 environ. 1,3440, pardon, excusez-moi. 1,3440 environ. Oui, à la baisse. Un stop à 1,3440 si je devais placer un ordre vendeur à 1,33. Concernant le sentiment, on va regarder un petit peu ce que nous dit le sentiment du GBP. Le GBP USD haussier et le récent changement de positionnement donne un avis plutôt neutre. Voilà, mais c'est plutôt haussier dans le sens que on a une majorité de traders positionnés à la vente. L'euro GBP, on va venir valider cette information. Euro GBP haussier, et là il nous dit qu'il va potentiellement se renverser à court terme. Donc, s'il se renverse à court terme, c'est-à-dire que le GBP est haussier. À court terme, l'euro GBP, le sentiment de l'euro GBP est haussier. Et à moyen terme, le GBP USD est haussier. Voilà. Maintenant, pour être avec vous, Philippe, moi je resterai prudent quand même pour trader la BOE. Voilà. Après, c'est simple, un simple conseil. Alors, on continue les paires majeures. On a fait, bon, écoutez, on a fait le tour des paires majeures, me semble-t-il. Oui, on a fait le tour, donc vous l'aurez compris, hein. Pour le moment, c'est achat GBP. Par contre, Philippe, si vous êtes intéressé par le GBP, moi, si j'étais vous, je m'intéresserais plutôt à l'euro GBP. On va arriver sur les 0,90, ça me semble assez inévitable. Voilà. Le gold. Bah écoutez, moi le gold, je reste plutôt neutre, hein. Là, je constate qu'il y a un pullback. Il y a une prise de bénéfice à 1350, qui était le précédent, la zone environ, hein, du précédent plus haut de l'année dernière. Donc c'est normal qu'on ait une prise de bénéfice. Maintenant, si le cours revient à 1300, ça serait une bonne opportunité pour se positionner sur l'once tout simplement. Donc moi, je suis seulement intéressé si l'once d'or revient à 1300 $. Voilà, tout simplement. Maintenant, écoutez, il est plutôt attendu à la baisse, étant donné que les valeurs refuges se déprécient en ce moment. Donc voilà, j'ai plutôt un sentiment baissier sur du court terme. 1326, prochain support, 1320. Pour ce qui est du pétrole, le pétrole, vous voyez, consolide un petit peu, hein. Il évolue entre 48 et 49 $ environ. Bon, il n'y a pas grand chose à faire. Regardez le momentum, il est très très faible. Donc moi c'est pas ce qui m'intéresse. Par contre, sur du moyen long terme, on voit clairement qu'on a une tendance baissière, des points bas des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas également. Euh, donc voilà, on va essayer de voir un petit peu cette zone-là, 48-49 $, c'est une zone intéressante pour passer à la vente, tout simplement. Voilà, 49 $, zone vendeuse. Pourquoi? Moyenne mobile, retracement de Fibonacci, de cette tendance correction et de cette tendance haussière. Voilà, donc pour moi, 49 $, c'est un niveau de prix qui se short pour le moment. Et voilà, écoutez, moi je n'ai plus rien à dire. Peut-on trader le Bitcoin le week-end? Alors oui, me semble-t-il, Birama, le Bitcoin est coté 24 heures sur 24, 16 jours sur 7, me semble-t-il. Ça dépend où vous voulez le trader. Si vous voulez le trader chez IG, il me semble que oui, cela est possible. Je vais me renseigner, enfin, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vais demander une confirmation. Et je vous dirai ça dès le prochain webinaire qui aura lieu, donc demain. Mon prochain webinaire, je vous dirai ça à Birama. Voilà. Ou sinon, vous m'envoyez un petit message Twitter, si vous êtes sur Twitter, et je vous répondrai, comme ça je pourrai vous répondre. J'ai pas compris comment vous faites pour voir que les indices US sont euphoriques de la part de Philippe. Eh bien, écoutez Philippe, quand je parle d'euphorie, c'est que il suffit de voir que l'été, normalement, c'est une zone où il y a des prises de bénéfices. Sur Wall Street, on n'a pas vraiment eu de prise de bénéfices. Le repli maximum qu'on a eu entre le point haut et le plus bas sur le S&P, c'était de seulement 2,97%. Donc, ce qui montre bien déjà qu'il y a un appétit pour ces valeurs à risque. En plus de cela, hier, on a eu, vous voyez que sans de nouveaux facteurs, on n'a eu aucun nouveau facteur hier. Nous sommes tous d'accord. On a eu juste de l'appétit pour le risque. Eh bien, on est revenu tester les précédents plus hauts. Voire même, on en a 2491 plus haut, 2489. Bon, bref, on a presque
on a presque marqué des plus hauts. En tout cas, on est revenu sous les précédents plus hauts. Alors qu'on n'a pas vraiment on a les mêmes inquiétudes pour Trump. La Corée du Nord, les inquiétudes sur la Corée du Nord, certes, elles sont diminuées, mais le risque est toujours aussi présent. Euh, voilà. Ceux qui peuvent me donner une raison pourquoi on a eu cette hausse sur le S&P 500, mis à part le fait qu'il y a eu un appétit pour le risque, si vous pouvez me la justifier concrètement, n'hésitez pas à m'envoyer un message. C'est pour ça que je dis qu'il est euphorique. Tout simplement parce que voilà, hier on a eu un climat, on a eu le pétrole qui a rebondi, le rendement obligataire américain qui a rebondi, on a eu la Corée du Nord qui a pas lancé ses missiles quelques jours auparavant. Donc voilà, concrètement, on avait une journée plutôt calme. Merci. Écoutez, de rien Birama, de rien Emmanuel, ton morning meeting est clairement pertinent. Merci à vous Emmanuel, ça me fait plaisir de recevoir ce message. Écoutez, si c'est pertinent, c'est parfait. C'est surtout Assurance qui s'est rattrapé complètement. Oui, Philippe, c'est vrai que le secteur de l'assurance s'est bien rattrapé, mais on a également vraiment, on a le secteur de l'énergie qui a vraiment qui a bien performé hier. Le secteur bancaire par rapport également aux T-notes, qui ont les rendements obligataires américains qui ont bien rebondi hier, un prêt de plus 3%, plus de 6 points de base. Donc voilà, c'est assez important quand même. C'est quelques petits arguments qui, vous voyez, en fait, favorisent l'appétit pour le risque. Si, par exemple, on est sur la séance européenne, on voit l'euro qui se dégrade, le pétrole qui rebondit, les rendements obligataires américains qui rebondissent, eh bien, on aura beaucoup plus de chances que les indices européens progressent. À l'inverse, si ça recule, si tous ces facteurs s'inversent, donc l'euro qui progresse, le pétrole qui recule, les T-notes, enfin les rendements obligataires américains qui reculent, c'est quasiment sûr, enfin quasiment, hein, c'est pas 100%, mais bon, je dirais de tête comme ça 75% de probabilité qu'on a des indices boursiers européens baissiers. Oui, T-note, je connais mal. Philippe, eh bien écoutez, T-note, c'est tout simplement, c'est comme le Bund, hein. Enfin, c'est comment dire, le rendement obligataire. Le plus utilisé, c'est le T-note à 10 ans. Le T-note à 10 ans, vous regardez un petit peu ce qu'il fait. Moi, c'est juste là, US10Y. Vous voyez que là, il prend un point de base. Alors, même pas, en fait. Là, vous voyez qu'il rebondit très légèrement. Mais hier, si on regarde le chandelier, boum, on a eu un beau gap. Et là, ce matin, il prend donc, si un point de base. Il prend un point de base ce matin. Près de un point de base, plus 0,09. Un point de base, c'est plus 0,01. Voilà. Donc voilà, si on a des rendements obligataires qui sont haussiers, eh bien on a souvent, on a le secteur bancaire qui est haussier. Tout simplement parce que vous avez juste à comparer, regardez. On a le rendement obligataire américain, on ajoute à cela BNP, ou même Société Générale, on peut tous les faire. Hein. Eh bien vous voyez que ces deux actifs sont corrélés positivement. Donc si on a des rendements obligataires américains haussiers, on a des actions européennes, des actions bancaires européennes qui sont haussières. Voilà, tout simplement. Et étant donné que le secteur financier avec le secteur de l'énergie, c'est ceux qui ont la plus grosse pondération sur le CAC 40, eh bien le CAC 40 est souvent l'actif qui profite le plus de cette hausse du T-note et du pétrole. Sans, bien évidemment, compter sachant que le DAX a ses dividendes réinvestis. Donc, ça compense. Alors, record en clôture pour S&P 500. Exactement, voilà, c'est ça. Record en clôture pour S&P 500, mais le plus haut n'a pas été dépassé. Par contre, on regarde que plus bas juillet et plus bas fin août sur S&P 500 se rapprochent. Donc, peut-être un essoufflement à voir. Oui, à voir, Philippe. Moi, pour le moment, je reste vraiment prudent. Est-ce que le pamba a été fait? Pour le moment, c'est encore beaucoup trop tôt. Maintenant, si on a des nouveaux records qui sont faits sur Wall Street, qu'on a le DAX, le CAC et l'Eurostoxx qui continuent à casser. Donc, pour moi, je me dis que si l'Eurostoxx casse les 3005, que le CAC casse les 5002 et que le DAX casse les 12005, donc ce qui est fait pour le moment, il manque plus que le CAC, mais vraiment casse, je parle de clôturer au-dessus de ces trois niveaux, plus Wall Street marque des nouveaux records. Là, concrètement, je passerai plutôt aussi sur les indices, pour être honnête avec vous. NZD Yen 95 de la part de François. Alors NZD Yen, voyons voir. 95, voilà, 80 ça a déjà été fait, vous voyez. Bon, maintenant, si vous voulez un autre objectif, vous visez la moyenne mobile à 50 jours. Vraiment, le NZD, hein, pour moi, ce qu'il faut regarder, le NZD, regardez le NZD Yen.
on était sur un support 78, d'accord. NZD-USD, moyenne mobile à 200 jours. Euro-NZD, résistance. On peut continuer avec l'AUD-NZD dans cet oblique. Donc vous voyez que le NZD était sur support. Le NZD était sur support de moyen terme. Donc on ne s'attend pas à un rebond de 100 pips. On s'attend à un rebond, je pense, beaucoup plus important. Regardez, en 2 jours, le cours a rebondi de 150 pips déjà. Donc là, moyenne mobile à 50 jours. Est-ce qu'on va revenir à 83? Tout va dépendre vraiment de la Corée du Nord. C'est voilà, tout va dépendre de ça. Si on n'a plus d'histoire avec la Corée du Nord, oui, on reviendra à 83. Maintenant, il suffit que demain la Corée du Nord lance un nouveau missile, le yen sera recherché, ce qui fera pression sur la NZD. Voilà. Donc c'est un petit peu compliqué de vous dire est-ce qu'on ira atteindre les 83. Techniquement, c'est possible. Maintenant, fondamentalement, prudence, tout simplement. Voilà, écoutez, moi je n'ai plus rien à rajouter. Merci à vous pour votre attention. François qui nous dit intraday 81. 80, ça me semble quand même assez important. Hein. 81, regardez, hein, ça ferait une progression. Surtout que le NZD et le yen sont beaucoup tradés pendant la séance asiatique. Hein. C'est pas des devises qui sont tradées pendant la séance européenne, hein, ni pendant la séance américaine. 81, ça serait une progression de 2% d'intraday. Honnêtement, voilà, c'est quand même assez conséquent. Je ne pense pas qu'on ira atteindre 81 en intraday. Déjà, la moyenne mobile à 50 jours serait exceptionnelle. Par contre, en swing trading, oui, c'est possible. Voilà, merci à vous pour votre attention. Passez une bonne journée. En conclusion, hein, concrètement, on se positionne à la hausse sur le NZD, le CAD, et à la vente sur le yen, le CHF. Les valeurs refuges qui se replient, les indices européens qui sont bullish, mais attention, on ne sait pas encore si les points bas a été fait. Donc, on reste prudent. Bonne journée. Rendez-vous demain, même heure, même salle de trading, pour le prochain point de marché.